En 3 de l'investiture du président de la transition, on en reparle dans ce journal. Ce soir, nous vous parlons des avancées et les défis de la paix et de la réconciliation au Mali. Parmi les acquis, l'élaboration d'une stratégie nationale de la réconciliation, la tenue du dialogue intermalien. Les défis restent l'application des recommandations de ces assises. Après la fête, c'est la reprise au niveau des services publics et privés. Notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Bablin Touré a fait le tour de quelques services. Constat, la plupart des travailleurs étaient à leur poste. Au Mali, chaque année, plus de 11 000 bébés naissent avec la drépanocytose, un chiffre qui interpelle l'ensemble des acteurs. La journée dédiée à la lutte contre cette maladie est célébrée ce 19 juin sous le thème « Le dépistage néonatal, un espoir pour l'amélioration de la qualité de vie des drépanocytaires ». Mercredi 19 juin 2024, Bamako sous une fine pluie. Bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. En 3 de l'investiture du président de la transition, nous parlons ce soir d'un vaste chantier du gouvernement de la transition, la réconciliation, la paix et la cohésion nationale. Le ministre en charge de ces questions a accordé une interview exclusive à l'ERTM dans laquelle le colonel-major Ismaël Ouagé revient sur quelques acquis du l'ère colonel Assimi Goïta. Il s'agit notamment de l'élaboration d'une stratégie nationale de la réconciliation. Il a aussi évoqué les raisons qui ont amené les autorités à mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en janvier dernier. Une décision des autorités qui a amené le président de la transition à initier le dialogue intermalien qui a été une réussite. Le défi, selon le ministre Ouagé, est la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises entre Maliens. Les acquis de la transition dans le cadre de la paix avec Siaka Konaté et Abdraman Doka Traoré. Le retour de la paix et de la stabilité au Mali est l'une des priorités des autorités de la transition, d'où la création d'un département dédié à cela. C'est une première. Le changement proprement dit a commencé quand le colonel Assimi Goïta a pris la présidence de la transition le 7 juin 2021. De ce jour à aujourd'hui, soit 3 ans après, il y a beaucoup d'activités d'action qui se sont passées au niveau du Mali, tant en termes de réforme, mais aussi en termes de refondation. Et le ministère de la Réconciliation n'est pas resté en reste. Donc, déjà le premier changement fort, c'était le changement même du nom du département. Initialement, c'était le ministère de la Réconciliation nationale. Avec ce changement, c'est devenu le ministère de la Réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc déjà, le décor était planché avec une initiative forte et avec une volonté forte de montrer au peuple, à la communauté internationale, quel est l'attachement de ce pays à la paix, puisque c'était la première fois qu'on parlait de paix au sein des départements, et aussi quel est l'attachement pour trouver la solution à l'épineuse problématique du Nord dans le cadre de l'accord. Et c'était la première fois aussi qu'on désignait clairement un département qui devait prendre en charge l'accord. Dans le passé, ça n'a jamais été fait. Le département a à son actif l'élaboration d'une stratégie nationale de la réconciliation assortie d'un plan d'action, l'institutionnalisation de la semaine de la réconciliation organisée du 15 au 21 septembre de chaque année. Autre acquis, la tenue à Kidal du comité de suivi du défunt accord issu du processus d'Alger. C'était la première fois que nous avons pu organiser un comité de suivi de l'accord qu'on appelle communément CSA, au niveau de la région de Kidal, au niveau de la région de Kay et beaucoup d'autres à Bamako. Vous vous souvenez qu'avant l'avènement de la transition, il était très difficile pour les membres du gouvernement de se rendre à Kidal. Et chaque fois que les membres du gouvernement devaient se rendre à Kidal, c'était de trouver des accords avec les mouvements signataires. Avec l'avènement de la transition, la mise en place du cadre de concertation intermalien et surtout le fait qu'on ait donné des places aux mouvements signataires au sein du gouvernement, ça nous a permis de se rapprocher et ça nous a permis de se déplacer dans la région de Kidal pour s'enquérir des réalités et voir réellement comment ça se passe et voir quelle est la situation des populations et qu'est-ce que l'État peut faire pour le bénéfice des populations dans la situation actuelle. Concernant la relance du processus de paix,
le cadre de concertation intermalien a permis au gouvernement et au mouvement signataire d'accorder leur violon sur l'intégration de 26 000 ex-combattants. Mais les deux parties ont eu des divergences de vues sur la mise en œuvre de certaines dispositions, notamment celles qui ne respectaient pas les principes d'intégrité, de souveraineté et de laïcité du Mali. Donc le problème qu'on a eu dans le processus de mise en œuvre de l'accord, c'est vraiment le fait que le gouvernement, de façon systématique, a refusé la mise en œuvre de toute disposition qui donnait des germes de séparatisme et autre chose. Donc c'est à partir de là que nous avons compris que les mouvements signataires tels que la CEMA, la coordination des mouvements des Azawad, n'étaient pas forcément dans une dynamique d'État unitaire. Parce que s'ils étaient dans cette dynamique, il y a certaines dispositions qui n'étaient même pas précisées clairement dans l'accord. C'est leur interprétation qui a fait qu'on puisse avoir des difficultés. Ce qui fait qu'à partir de là, ils ont commencé à poser des actes pour mettre le processus en retard et accuser le gouvernement de mauvaise volonté, alors qu'en réalité, le processus n'était tout simplement pas en train de partir en leur faveur. C'est dans ce contexte que le département a dénoncé publiquement les agissements, l'impartialité, le comportement du chef de file, qui est l'Algérie, à travers une lettre qui a été adressée au ministre des Affaires étrangères algérien. Aussi, un autre acte fort du processus, c'est quand les mouvements signataires ont suspendu leur participation dans le processus de mise en œuvre de l'accord, et dans la foulée, le gouvernement aussi a suspendu le paiement des indemnités et des primes. Et résultat, les autorités de la transition ont mis fin le 25 janvier 2024 à l'accord issu du processus d'Alger et à l'initiative du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a été organisé le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est là pour permettre aux Maliens de s'approprier le processus de paix, donc trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Avec la fin de l'accord, l'urgence de tenir le dialogue intermalien était là. Parce que le dialogue intermalien se veut comme une prise nationale de l'accord, mais aussi une prise en compte des difficultés et incompréhensions issues de l'accord. C'est ainsi que le dialogue a été tenu, avec une forte implication du ministère de la Réconciliation. Bien sûr, ça a été piloté avec un comité de pilotage, rattaché lui-même à la présidence, avec un résultat incroyable. Un certain nombre de recommandations en sont sorties. Et parmi les recommandations, le ministère de la Réconciliation a une grande partie des recommandations. Et la plupart de ces recommandations s'inscrivent dans le cadre de la suite de l'accord. Sur instruction du président de la transition, un plan d'action qui a été proposé au niveau du gouvernement par le ministère de la Réconciliation. Maintenant, le gouvernement a pris en charge pour que ces plans d'action soient partagés entre les différents ministères et que chaque ministre puisse s'en inspirer, se l'approprier et sortir. En ce moment, ce sera un plan d'action intergouvernemental. Le département en charge de la réconciliation a pu gérer avec tact les cas des déplacés de Kidal qui se sont enfuis après l'entrée des FAMA dans cette ville le 14 novembre 2023. Il y a un certain nombre de populations qui ont quitté la ville sur pression des groupes, des mouvements signataires, en disant qu'il y aura des dommages collatéraux suite à d'éventuels affrontements entre les FAMA et les groupes terroristes et affiliés. Donc, à l'issue de cette prise, le ministère de la Réconciliation a mis en place une stratégie pour le retour des déplacés, de ces déplacés-là. Et il y a un certain nombre de communiqués, 2 qui ont été émis pour qu'on puisse inviter les populations à revenir. Et aujourd'hui, cette stratégie est en train de fonctionner, en étroite collaboration avec le gouverneur de Kidal, le général Gamou, que je félicite et je remercie ici pour la qualité du travail qu'il mène sur le terrain. Donc, on commence à avoir des résultats parce qu'il y a une grande partie des populations qui commencent à revenir. Et le ministre Ouagué de lancer un appel aux Maliens, aux groupes armés et partenaires, à s'inscrire désormais dans la dynamique de la paix et de la réconciliation nationale. J'aimerais quand même profiter de ce micro pour inviter tous les anciens membres des mouvements signataires ou tous les membres des anciens mouvements signataires et puis les membres d'autres groupes armés, terroristes et autres, à s'inscrire dans une dynamique de réconciliation telle que recommandée, prônée par le dialogue intermalien.
J'invite également tous les Maliens impliqués dans les groupes terroristes à déposer les armes. Il est temps de déposer les armes, de revenir et à s'inscrire dans un processus de paix et de la réconciliation qui est en marche. Pour cela, j'invite tous les Maliens et toutes les Maliennes à construire, à promouvoir la paix, et surtout ceux-là qui ont des parents, des amis, des connaissances qui sont au sein de ces groupes, de se désolidariser, de se dissocier, de déposer les armes et de rapprocher les structures de l'État, surtout les structures de la réconciliation qui sont un peu partout sur le terrain, pour s'inscrire dans un processus de désarmement et dans un processus de réconciliation nationale. Les perspectives concernent entre autres l'application diligente des recommandations du dialogue intermalien, l'élaboration et la mise en œuvre du programme national DDR, la réforme de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Et à suivre dans nos programmes l'intégralité de cette interview juste après ce journal. Les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation ont remis ce matin leur rapport 2023 au président du Haut Conseil des collectivités. Et de ce rapport, on retient que 55 recommandations prioritaires 20 ont été totalement réalisés et 33 en cours de réalisation. Des avancées parmi tant d'autres. Le président de l'institution, Mamadou Satigui Diakité, a encouragé les membres du comité et les a assurés de l'accompagnement du Haut Conseil des collectivités. La cérémonie est suivie par Bemba Sibi. Remise du rapport 2023 du CNCR-ANR au président du Haut Conseil des collectivités. Un moment plein de symboles quand on sait que les ANR recommandent la suppression du Haut Conseil des collectivités. Les assises nationales ont été rurales. Les concepts qui soutiennent cet élan ont été exprimés à travers des volontés de voir doter un jour notre pays d'un code rural et des agropoles pour permettre aux paysans de créer des exploitations communautaires. Nous souhaitons à ceux ou celles d'entre vous qui auront mérité le suffrage de leurs concitoyens de poser les premiers jalons de ces réformes agricoles et institutionnelles dans l'agora du futur Sénat qui vous attend. Le Sénat est l'une des recommandations des ANR. Les hôtes du jour ont également présenté les grandes lignes du rapport 2023 qui indique que sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été totalement réalisées et 33 en cours de réalisation. 2 restent à réaliser. En ce qui concerne les 153 actions prioritaires complémentaires, 10 ont été réalisées et 110 en cours de réalisation. 33 n'ont pas encore commencé. Pour les 309 recommandations non prioritaires, 19 ont été réalisées et 121 en cours de réalisation. 169 n'ont pas encore eu un début de réalisation. Les recommandations des ANR sont très importantes pour nous, puisque la refondation est une option prise par le peuple malien et donc s'impose à toutes les institutions de la République, et la nôtre y participe avec un grand intérêt pour réaliser ces recommandations. En perspective, en plus de la restitution auprès des institutions de la République, les membres du comité de suivi et évaluation prévoient une campagne d'information et des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour partager le contenu du rapport. Ils prévoient également la prise en compte du suivi et évaluation des conclusions du dialogue intermalien et des états généraux de l'éducation. Après la fête de Tabaski, le travail a repris ce mercredi dans les services publics et privés depuis 7h30. La plupart des travailleurs mettent cette journée à profit pour évacuer les dossiers urgents et par la même occasion pour se souhaiter des vœux de bonne fête. Boubacar Bablin Touré, qui a fait le tour de quelques services, nous signale l'effectivité de la reprise du travail dans les différents endroits. Suivons son reportage. Il est 8h ce mercredi 19 juin. Voilà à quoi ressemble la circulation dans la capitale au lendemain de la fête de Tabaski, jour qui marque la reprise du travail dans les différents services. Pas d'embouteillage, juste quelques usagers qui vaquent tranquillement à leurs occupations.
Une situation qui en dit long sur l'effectivité de la reprise du travail dans les services. Pour faire le constat, nous avons fait un tour dans certaines structures publiques et privées. D'abord à l'ANAM, autour du premier responsable, les directeurs techniques pour un briefing. Quant aux autres agents, ils étaient quasiment tous à leur poste. Voilà, moi, je suis là depuis 7h13 minutes. Dans tous les cas, chez nous, il y a un moniteur de présence qui est à la porte. Vous allez constater qu'il faut barger pour pouvoir rentrer. Donc, toutes les présences sont marquées. Le travail est effectif depuis 7h30. Comme vous le voyez, nous venons juste de boucler avec les directeurs techniques notre briefing matinal qui se tient tous les matins de 7h30 à 8h. Ensuite, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ici aussi, en plus du ministre en charge de la sécurité, son staff est réuni pour échanger sur les dossiers urgents et le ministre de confirmer la reprise du travail. Nous sommes tous des militaires ici et je puis vous rassurer que nous sommes à l'heure tous les jours. Ce n'est pas seulement le lendemain de la fête ou 2 jours après la fête, mais c'est notre quotidien. Nous sommes tous les jours à l'heure, je puis vous rassurer. Et puisse le Tout-Puissant ramener la paix, la quiétude, la cohésion, la solidarité entre toutes les filles et les fils de ce pays. Profiter aussi pour rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité. Prier pour la paix et le repos éternel de toutes nos victimes militaires et civiles. Un tour également à la Société médicale Générale Système, une structure privée. Là aussi, à part quelques absences justifiées, les employés ont tous répondu présents. Et en général, les lendemains de la fête, les gens sont un peu fatigués. Donc on a pu également bénéficier de la journée de mardi. Aujourd'hui, mercredi, la reprise est effective. Tous les employés sont présents. Cap à présent sur la cité administrative, plus précisément au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Également, excepté quelques permissionnaires, la reprise du travail est effective. 7h30 m'a trouvé ici, comme d'habitude. Souvent même à 7h15, 7h20. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans du Mali et du monde entier. Qu'Allah nous accompagne et nous guide dans nos différentes missions. Il apporte la paix dans notre pays et dans les pays du Sahel. Et également la paix également dans nos cœurs, pour que vraiment ces pays-là puissent en sortir. La Direction générale des marchés publics et des délégations du service public, dernière étape de notre périple. À part quelques bureaux fermés pour des raisons justifiées, la reprise du travail est effective. Après la fête, ça se passe bien. La reprise elle est effective. Je suis arrivé à l'heure normale. Les collègues aussi sont là. Chacun a occupé son poste. Tout le monde travaille normalement. Nous prions pour le repos de toutes les victimes civiles et militaires de la crise que notre pays traverse de 2012 à maintenant. Quant au commerce et autres activités, on peut dire sans risque de se tromper que la fête continue. En témoigne ceci. Les travaux du Hajj 2024 s'achèvent. Les pèlerins s'apprêtent à faire les derniers rituels. Ils concernent notamment les 7 tours de la Kaaba et autant de tours entre Safa et Marwa. Nos envoyés spéciaux sont Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Fambouri Traoré. Le Tawaf Ifada ou le Tawaf après Arafat a été accompli par les pèlerins maliens dès leur retour de Mina. Ce tawaf consiste pour le pèlerin à faire les 7 tours de la Kaaba et 7 autres tours entre Safa et Marwa. C'est un pilier du pèlerinage pratiqué dans la mosquée sacrée de la Mecque ou Masjid al-Haram. Le Hajj se compose de 3 piliers. Le premier pilier du Hajj, c'est prendre l'intention, ce qu'on appelle Ihram. Et le deuxième pilier du Hajj, c'est le stationnement dans la zone de Arafat. Le dernier pilier de Hajj, c'est faire les tawaf et les tours de Safa et Marwa. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les séjours de 2 jours à Mina, on est arrivé à Makkah par la grâce d'Allah et on a pu faire les tours de la Kaaba tawaf, ce qu'on appelle tawaf de Hajj. Tawaf al-Ifada, c'est le tawaf de Hajj et les tours de Safa et Marwa. Tous les pèlerins ont pu accomplir
ces rituels dans la bonne condition par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier rite auquel le pèlerin est soumis, c'est le tawaf wada'a ou tawaf d'au revoir. Ce tawaf est programmé selon les vols, car si on a fini de faire ce tawaf-là, on doit quitter Makkah directement. Le prophète paix et salut sur lui nous a recommandé dans un hadith que quiconque vient à la Makkah et il a voulu quitter la ville, qu'il ne quitte pas la ville sans faire le tour de la Kaaba. C'est ça qu'on appelle tawaf Hadji ou tawaf de au revoir. Et par la grâce d'Allah, tout s'est passé dans les normes et on a pu tout respecter. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte les vivres et qu'Allah exauce tous nos prières. Ainsi prend fin le Hajj 2024 et le cap est mis sur celui de 2025 par les autorités saoudiennes. Dialogue interreligieux à Caille. Les jeunes de la région se sont retrouvés pour célébrer la diversité religieuse. Le but est de promouvoir la compréhension mutuelle. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Soumaré. Le reportage de Kabadjara et de Lassana Keita. C'est après l'exécution de l'hymne national du Mali que les travaux de la deuxième édition de la journée interconfessionnelle des jeunes de la région des Cailles ont démarré ce samedi 8 juin 2024 dans la cité des Rails. Le thème retenu cette année est « Dialogue interconfessionnel au service de la paix et du vivre ensemble ». Ce thème est un appel pressant adressé à nous tous et toutes pour nous mettre debout, pour être acteurs de la paix en s'engageant à avoir des attitudes qui favorisent le vivre ensemble. Chers jeunes, la religion est instrumentalisée pour servir des intérêts inavoués, d'où l'urgence pour nous de chercher à nous connaître mutuellement pour agrandir tout ce qui favorise la cohésion sociale, le vivre ensemble et lutter contre ceux qui ne favorisent pas la paix dans nos milieux de vie. Depuis plus d'une décennie, notre pays traverse une crise multidimensionnelle qui a négativement impacté le tissu social, la cohésion et le vivre ensemble. Fort de cette réalité, je ne cesserai jamais assez de saluer les concepteurs de cet événement et les partenaires qui les accompagnent. En travaillant ensemble, en échangeant nos idées et nos expériences, nous pouvons surmonter les préjugés et les incompréhensions qui alimentent parfois les tensions entre les communautés. Nous pouvons montrer au monde que la diversité religieuse est une richesse, une source d'enrichissement mutuel plutôt qu'un motif de division. Durant 2 jours, les participants échangeront autour du thème retenu pour la circonstance, des témoignages en faveur de la paix, une série théâtrale, une messe culte pour la paix, et un match de football constitueront les temps forts de cette journée interconfessionnelle des jeunes de la région des Cailles. À présent, voyons l'actualité des FAMA. L'état-major général des armées informe l'opinion publique que le 19 juin 2024, aux environs de 4h12, dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les FAMA ont traqué et neutralisé plusieurs combattants terroristes et détruit un pick-up dans le secteur de Tinesako à 114 km à l'est de Kidal. L'état-major général des armées se félicite des acquis opérationnels sur les théâtres d'opération et rassure que tout est mis en œuvre pour mettre en déroute la horde terroriste sur l'ensemble du territoire national. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Ce chiffre à retenir, plus de 11 000 bébés naissent au Mali avec la drépanocytose chaque année. Un chiffre alarmant qui interpelle l'ensemble des acteurs à assurer leur rôle dans la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance. Cette année, l'accent est mis sur le dépistage néonatal, un espoir pour l'amélioration de la qualité de vie des drépanocytaires. Koumba Sissi a assisté à la cérémonie au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au Point G, suivant son reportage avec des témoignages très émouvants. On enregistre 714 000 naissances par an. Parmi ce nombre,
plus de 11 000 bébés viennent au monde avec la drépanocytose. Comment repérer cette maladie héréditaire au Mali et dans les restes du monde? Les regards de la communauté internationale se sont tournés vers le dépistage néonatal, un espoir pour l'amélioration de la qualité de vie des drépanocytaires. La drépanocytose étant une maladie incurable, l'alternative la plus indiquée à ce jour consiste à détecter très précocement les malades afin de les inscrire dans un programme de suivi régulier, d'où l'intérêt de ce dépistage néonatal. Nous avons aujourd'hui le centre la possibilité de mettre à disposition de nos malades une molécule très importante en matière de prise en charge des complications drépanocytaires. Cette molécule, c'est l'hydroxyurée. Très peu de pays sont capables de mettre cette molécule à disposition de leurs malades. Et le Mali, grâce à l'appui du gouvernement et de nos partenaires, nous avons réussi à mettre cette molécule, ce médicament, gratuitement à la disposition des malades. Et c'est le seul médicament aujourd'hui qui permet de soulager et de donner un confort de vie aux drépanocytaires. Le nombre de drépanocytaires augmente chaque année. À la date d'aujourd'hui, le CRLD a recensé plus de 17 500 patients. La drépanocytose est une source d'hospitalisation et d'absentéisme scolaire à cause des crises douloureuses, véritable problème de santé publique à dimension médicale, humaine et sociale. La drépanocytose est donc reconnue comme telle par les instances internationales. À ce titre, elle nécessite la mise en œuvre des stratégies de prévention et de prise en charge spécifiques et durables. La Fondation Orange, l'un des partenaires clés du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, a offert un lot de médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour appuyer le centre. La Fondation Orange Mali est en partenariat avec le CRLD et l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose depuis plus d'une dizaine d'années. Donc chaque année, nous appuyons le centre à travers des dons de médicaments pour soulager un peu les patients drépanocytaires. Les laboratoires d'analyse et de recherche, les salles d'hospitalisation sont quelques unités visitées par les participants en cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose au CRLD. Première session extraordinaire de l'INIFOP, entendez là l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle. Vous le savez certainement, ses missions consistent à la recherche et à l'appui conseil. Depuis un certain temps, il peine à répondre aux attentes des populations, d'où l'initiation d'une étude diagnostique à l'initiative du ministère de tutelle. Étude dont le rapport final est soumis pour appréciation à travers la dite rencontre. On en sait plus avec Tchemoro Konati. Structure spécialisée dans la recherche et l'appui conseil, l'INIFOP, l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, peine à exercer pleinement ses missions. Cet état de fait découle des défis d'ordre institutionnel, organisationnel et opérationnel. Une problématique au centre de cette première session extraordinaire du conseil d'administration de l'établissement. Les défis sont au niveau national. Donc c'est un peu ce qui se répercute aussi sur la structure. On compte toucher beaucoup de secteurs. Pour relever les défis, le préalable s'appelle l'étude diagnostique. Le rapport final ainsi soumis à l'approbation des administrateurs est l'aboutissement d'un processus enclenché en novembre 2023 pour s'achever en mars dernier. Une initiative du département de tutelle suivant une approche participative et inclusive. Le rapport final du diagnostic de l'INIFOP s'articule autour de l'état des lieux de l'environnement dans lequel l'INIFOP a évolué depuis sa création, de la gouvernance institutionnelle, de la structure organisationnelle, des activités et de la mobilisation des ressources pour l'INIFOP. De l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'environnement interne et externe de l'INIFOP, des recommandations et propositions visant à corriger les insuffisances constatées. Cette première session extraordinaire est l'une des résolutions issues de la 11e session du conseil d'administration de l'Institut d'ingénierie de formation professionnelle. Les initiatives en cours s'inscrivent dans la dynamique d'impulser un élan nouveau à la structure en élargissant son champ d'action.
tenu ici à Bamako de l'atelier de restitution des résultats du dénombrement des infrastructures de pisciculture dans les zones d'intervention du projet de renforcement des chaînes de valeur agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, Djegeni Djaba 2. C'était sous la présidence du ministre de l'Élevage et de la Pêche en présence des acteurs du secteur. Le reportage que vous allez suivre est de Agibou Koulibaly. Avec une production annuelle de poissons oscillant entre 110 000 et 130 000 tonnes, cet atelier permettra de répondre à des questions essentielles relatives à la profession de pisciculture, d'infrastructures piscicoles et leur capacité de production. Ce travail de Djegeni Djaba est à féliciter. Après la première phase, ils entament une deuxième phase. Ils ont eu à former beaucoup de jeunes qui sont sur le marché, qui réussissent à produire le poisson. Je leur ai juste demandé aussi de trouver la solution. Quand ces jeunes produisent le poisson, le tout n'est pas de le produire, mais il faut aussi aujourd'hui gagner le combat de la commercialisation. Maintenant, la deuxième phase, c'est pour vraiment renforcer et contribuer à l'approbation de filières de poissons de la pisciculture pour contribuer à une sécurité alimentaire plus forte et résiliente pour ici au Mali. C'est pourquoi un cadre de collaboration a été signé entre la Direction nationale de la pêche et le projet Djegeni Bara 2, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Grâce à ce partenariat, des résultats tangibles ont été obtenus dans le domaine de l'aquaculture, notamment par l'appui technique apporté aux producteurs des régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro et Mopti. Vous savez, on ne peut pas faire des choses sans des statistiques. Là, c'est un élément. Ça va rentrer dans ce cadre. On va savoir qui est pisciculteur, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa capacité de production. Et ça nous permettra vraiment d'avoir des données fiables pour les prochaines étapes. Donc vraiment, nous sommes très réconfortés pour ce projet parce que ça aide à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Des équipements piscicoles comprenant des pH-mètres, des pesons, des épuisettes et des filets de sauvetage ont été remis aux directions régionales de la pêche de Mopti, Ségou, San, Koulikoro et Bandiangara. Cette donation vise à renforcer les capacités locales des pisciculteurs. Voilà le ministre de l'Élevage à l'atelier de restitution Djegeni Bara 2. En troisième région, le réseau de téléphonie mobile Orange Mali veut favoriser l'inclusion numérique et l'accès à la connectivité pour tous. Il vient d'introduire à Sikasso la fibre optique FTTH pour booster l'économie locale et faciliter davantage le quotidien de la population, tant sur le plan professionnel que dans les ménages. La cérémonie de lancement a été présidée par le chef de l'exécutif régional, Moussokoro Sérémé pour ORTM 1. Dans un monde où les technologies de l'information et de la communication sont en perpétuelle mutation, l'apparition de la fibre optique constitue un pas important vers le renforcement de la connectivité. Avec la présence de cette nouvelle technologie de Orange Mali, 100% fibre optique dans la région de Sikasso, la population peut désormais accéder à une connexion Internet très haut débit. La connectivité offerte par la fibre optique permettra d'accéder plus facilement à l'information, à l'éducation, aux services TV, aux services VOD et aussi de promouvoir l'activité dans nos entreprises. Ce lancement de la fibre optique à Sikasso donne ainsi un sens à la volonté de Orange Mali de contribuer à faciliter l'accès des populations maliennes à des services innovants, moins coûteux et de dernière génération. Après l'introduction et le déploiement de la technologie 2G, 4G et 4G+, sur presque toute l'étendue du territoire, Orange Mali, conformément à sa stratégie, et au souhait des plus hautes autorités du Mali, a massivement investi pour offrir la fibre optique aux populations et aux entreprises maliennes. Cette orientation concrétise la démarche d'un opérateur intégré, évoluant vers plus de convergence, afin de permettre à ses clients d'enrichir et de faciliter leur vie quotidienne, tant sur le plan professionnel que dans leur foyer. Je vous encourage à tirer pleinement parti de cette nouvelle technologie. Utilisons la fibre optique pour renforcer notre communauté, stimuler notre économie locale
et améliorer notre qualité de vie. Rappelons que le lancement de Sikassou est la 4e étape d'un processus de couverture nationale par Orange Mali. Artistes, comédiens et musiciens étaient là pour agrémenter cette cérémonie de lancement. Un nouveau livre à titre posthume vient d'être publié aux éditions Figuira. Il s'agit des écrits mémoriels de feu Mamadou El-Béchir Gologo. Il est intitulé Moriké et Baba. Le document de 62 pages relate une partie de la vie de l'auteur. L'ouvrage parle du Mali en général et s'adresse également à la jeunesse. Il a été présenté ce samedi au public au mémorial Modibo Keïta. Aliou Abdoulaye Touré pour plus de détails. Les documents de 62 pages ainsi présentés restituent les mémoires de l'auteur Fé Mamadou El-Béchir Gologo, décédé il y a 15 ans. L'ouvrage évoque également des souvenirs de l'auteur qui fut homme politique, ministre de l'Information sous la Première République. Ce sont 2 ouvrages de Feu Mamadou El-Béchir Gologo qui relatent une partie de sa vie et aussi de la vie de l'Afrique et du Mali en général. C'est un legs pour la jeunesse. Et pas seulement pour la jeunesse, pour tous ceux qui veulent faire briller et le Mali et l'Afrique. Fé Mamadou El-Béchir Gologo relate dans son livre les combats de la décolonisation. Il dénonce les injustices sociales. Le livre parle de la vision politique de l'Union soudanaise RDA, mais aussi de l'éclatement de l'éphémère fédération du Mali. Un homme qui a beaucoup fait pour le Mali. Du combat pour l'indépendance jusqu'à l'obtention de l'indépendance, du combat pour le réveil même du RDA jusqu'à sa mort, il est resté l'homme fidèle à ses convictions. Passionnant à lire, le livre incite à la réflexion. Djadje Yacouba Danyogo, ancien ministre de la Culture, a présenté le livre. Le doyen Mamadou El-Béchir Gologo a voulu montrer dans ce livre-là les combats qu'ils ont menés pour qu'aujourd'hui soit. Il y a un appel qu'il lance en direction de la jeunesse. Pour lui, le présent et l'avenir appartiennent à la jeunesse. Et il a écrit ce livre à presque 80 ans. Il est mort à 85 ans. L'ouvrage est disponible dans les librairies. Un mot de culture. La ville de Koulikoro a abrité le Festival international Méguétan avec comme thème rôle et place de la culture dans la refondation du Mali. 8e du genre, ce rendez-vous du donner et du recevoir vise à promouvoir la culture à travers les marionnettes et aussi les danses du terroir. La cérémonie de lancement a été agrémentée par l'artiste Mamadou Dambélé Di Dabara. Ousmane Kouita nous fait revivre les temps forts. Rôle et place de la culture dans la refondation du Mali sur le thème de la 8e édition du Festival international Méguétan. Cet espace culturel se veut un cadre de brassage culturel et de promotion de la culture en 2e région. C'est un festival qui vise à faire la promotion de nos danses, nos chants traditionnels. Vous savez, le cercle de Koulikoro est un creuset de culture. Donc nous avons organisé ce festival vraiment, comme je l'ai dit, dans l'objectif de promouvoir vraiment toutes ces belles choses. Cette 8e édition est placée sous le thème rôle et place de la culture dans la refondation du Mali. Une manière pour les organisateurs du festival de remercier les autorités de la transition qui font la fierté de tout le Mali pour le travail vraiment qu'ils sont en train d'abattre. Nous sommes tous unanimes que notre patrimoine est en souffrance aujourd'hui. Nos pratiques ancestrales sont en train de disparaître. Donc des initiatives comme ce festival rentrent dans le cadre de revaloriser, de redynamiser notre valeur culturelle. Pendant 3 jours, la capitale de Méguétan va vibrer au rythme des danses traditionnelles et des marionnettes. Le ton de la 8e édition du Festival international Méguétan a été donné par l'artiste Mamadou Dambélé Di Dabara, qui, avec le balafon, a émerveillé le grand public venu pour la circonstance. Pour les autorités de Koulikoro, le Festival international Méguétan mérite l'accompagnement de tous. C'est un festival qui fait vraiment réunir le maximum de personnes ici. Donc puisque ça valorise la culture et ça donne aussi beaucoup d'impression à cette population. Vivement la 9e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À demain. Plaise à Dieu. Au revoir.